Donc aujourd'hui, on va parler de troubles neurotoxiques avec une connotation d'hypertoxicité beaucoup plus tonique. Généralement, ça s'accompagne de pronostics qui sont souvent beaucoup plus sombres que pour les troubles en hypo, puisque ces troubles en hyper sont généralement liés à une détresse neuronale, et cette détresse neuronale aboutit assez rapidement à un pronostic très sombre. Donc, il y a certaines plantes qu'on connaît fort bien. Donc, celle que je montre à l'écran, là, qui est un Taxus baccata, un if. Donc, ça, c'est une plante que tout le monde connaît bien, enfin, théoriquement. En matière de toxicité, elle est connue depuis très longtemps. Mais on a encore des intoxications régulières. Alors, historiquement, c'était le cheval qui tirait les corbillards, qui était attaché à un if dans les cimetières. Bon, ça, on l'a un petit peu perdu de vue parce qu'on est passé à la traction automobile. Mais on retrouve régulièrement des cas avec des confusions alimentaires, des gens qui donnent des branches d'if à des animaux. Récemment, c'était des ânes ou des poneys ou des chevaux, confondant les ifs avec du sapin, parce que le sapin, c'est bien, après Noël, on donne du sapin, mais il y a des gens qui donnent de l'if, et malheureusement, c'est assez rapidement létal. On a d'autres personnes qui donnent des branches parce qu'ils estiment que les animaux n'ont pas assez de nourriture dans leur prairie. C'est aussi dramatique. Et puis, on a eu ce cas avec une tempête qui nous a posé beaucoup de questions, puisqu'en fait, il n'y avait pas d'if dans la prairie, il n'y avait pas d'if dans la pâture, et pourtant, l'animal était intoxiqué. Ma consoeur anatomopathologiste m'avait envoyé les photos. Bon, là, c'est un rumen de bovin, hein, mais elle m'avait envoyé les photos. Elle me dit, je ne comprends pas, le bovin est mort très brutalement. Et je lui dis, oui, il y a des petites boules jaunes, c'est les fleurs mâles d'if. Elle me dit, non, il n'y a pas d'if, il y a de l'épicéa, il y a du chêne, mais il n'y a pas d'if. Je lui dis, bah, je ne sais pas comment ça est arrivé, mais pour moi, c'est de l'if. Envoie-moi l'échantillon et je confirmerai la présence d'if. Et on a vérifié, et ils ont passé 4 heures dans la prairie à essayer de savoir pourquoi il y avait de l'if. En fait, ils ont retrouvé une vache perchée sur un mur qui attaquait l'if du voisin, et dans un fond de pâture, ils ont trouvé une petite branche d'if suite à une grosse tempête. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis peu de temps, on a la possibilité de doser les taxines, ce qui est très intéressant dans les dossiers assurantiels, pour démontrer qu'il y a bien eu empoisonnement à l'if. On le retrouve et dans le foie et dans les contenus intestinaux. Généralement, chez le cheval, c'est plutôt dans les contenus sécaux que dans les contenus gastriques. Mais bon, de toute façon, on prélève les deux. Et donc, c'est une intoxication qui est facile à mettre enfin, facile, possible d'être mis en évidence exclusivement dans les dossiers assurantiels, parce que l'analyse coûte un certain prix. Ensuite, on a une autre plante qui a défrayé la chronique il y a quelques années, surtout en humaine, parce qu'il y a eu des confusions botaniques, croyant que c'était du cerfeuil tubéreux, de la carotte sauvage, etc. Et donc, on s'est aperçu que donc, en humaine, c'était toxique, et avec une action extrêmement rapide. Mais nous, en vétérinaire, on a des cas d'accident, et on revient un petit peu sur la même mode de contamination qu'avec le LIF. C'est des gens qui pensaient bien faire, ils ont vu des tubercules sur le bord de la route, ils se sont dit, oh, ces pauvres chevaux, ils n'ont rien à manger, on va leur donner des carottes sauvages. Et 45 minutes après, le cheval était mort. C'était en plus tombé dans une période où il y avait une grosse psychose dans le Grand Ouest, où il y avait des susceptibles mauvais traitements à écuder. Donc, c'est les gendarmes qui ont fait l'enquête. Très rapidement, l'enquête de proximité a démontré que c'était une voisine qui avait donné les tubercules. Et en voyant les tubercules, pour moi, c'était caractéristique de l'Oenanthe safranée, Oenanthe crocata. Et donc, c'est très, très, très rapide. Souvent, quand on a la chance de voir les symptômes, c'est des convulsions toniques et cloniques. Et très rapidement, une mort par collapsus. Toujours pareil, on peut doser le nantotoxine possible, toujours dans les cas de dossiers assurantiels. Là, on a une petite enquête en cours. On va essayer aussi de doser pour voir s'il n'y a que dans les tubercules que la concentration en nantotoxine est suffisante pour tuer un cheval, ou si éventuellement dans les feuilles, on peut en retrouver. Et puis, à partir du moment où on a mis en évidence de l'Oenanthe dans une prairie ou une pâture, il va falloir aussi réfléchir comment maîtriser l'accès, parce que c'est vraiment une plante qui agit à faible dose.
Voilà, le Nantes, ça ressemble un peu à du persil, de très loin. La fleur n'est pas tout à fait la même que le persil, bien évidemment, mais surtout, c'est les tubercules qui ont une structure hexagonale avec un point de latex au milieu. Si on commence à voir ce type de plante dans la prairie, sortie souvent suite à des crues, à des curages de fossés, des choses comme ça, il faut vraiment, vraiment être extrêmement vigilant et retirer immédiatement ces tubercules. Et on voit que c'est vraiment très, très différent de la structure d'une carotte. Quand vous épluchez vos carottes oranges ou des carottes blanches, et ben vous voyez que vous avez des stries concentriques sur la carotte, alors que là, on a une structure hexagonale avec ce point jaune de latex. Et c'est vrai, en plus, l'odeur n'est pas tout à fait la même. C'est une odeur un peu vireuse avec le Nantes safrané. C'est une plante qui a vraiment une aire de répartition extrêmement limitée, Grand Ouest, mais qui est en train de toucher Nouvelle-Aquitaine, un peu les Hauts-de-France. Alors ça, c'est une carte Tela Botanica, c'est un site que j'utilise beaucoup pour les plantes sauvages, qui n'est pas du tout valable pour les plantes cultivées. Et puis, on a une suspicion de quelques spots en Corse, mais pour l'instant, on est en train d'essayer de les confirmer parce qu'on a un petit doute si c'est vraiment de l'Enante crocata ou si ce ne serait pas une autre Nantes. Voilà. Donc, on voit que c'est quand même des territoires où il y a beaucoup d'équidés qui sont exposés. Donc, il faut vraiment, vraiment être très vigilant. Dès qu'on fait un mouvement de terre dans une prairie où il y avait des grosses touffes, entre guillemets, de faux persil, eh ben, il faut être vigilant parce que quand on sort les tubercules, il faut vérifier que ce n'est pas des tubercules de Nantes. Bon, dans la foulée, on a les ciguës. Alors, les ciguës, c'est très, très complexe parce qu'il y a des ciguës à alcaloïdes piperidiniques, d'autres à polyine. Donc, les unes sont rattachées plutôt à une Nantes safranée, les autres rattachées plutôt à la plante suivante qui sera la nicotine, le tabac. Et donc, bon. Mais nous, au niveau centre antipoison vétérinaire, on a rarement des intoxications à la ciguë, probablement parce que c'est une plante qui, fraîche, émet des odeurs nauséabondes, qui dissuade l'animal de le consommer. Et on pense que c'est aussi pour ça que le Nantes safrané est plus facilement intoxicante, puisque c'est dans le tubercule, qui lui n'a pas les odeurs répulsives, que la molécule est fortement concentrée. Alors, on a un tableau qui est, selon la ciguë impliquée, plutôt nicotinique, c'est-à-dire qu'on va être encore plus dans la trémulation, dans l'ataxie musculaire, et souvent, malheureusement, une mort brutale. À la différence un petit peu de l'Enante safrané, on a des troubles digestifs un petit peu modérés, alors qu'ils étaient un peu plus violents dans l'Enante safrané. Et puis, une complication qui est décrite surtout aux États-Unis, que nous, on a pour l'instant difficilement mis en évidence, parce que nous, on surveille un peu plus nos animaux et puis on les gère un petit peu différemment. La grande ciguë, Conium maculatum, serait tératogène, c'est-à-dire qu'elle provoquerait des arthrogryposes et des animaux cyclopéens. Ça nous ouvre sur les Nicotiana tabacum et le Nicotiana glauca, qui est une espèce un petit peu planquée derrière. Donc là, c'était une plante qui était quasiment en voie de disparition dans les espaces naturels, qui est en train de revenir discrètement et surtout qui est en train de revenir à la faveur d'une plantation ornementale. C'est-à-dire que de plus en plus, dans les espaces verts collectifs, des villes ou des collectivités, de conseil général, etc., on replante du nicotiana parce qu'on aime bien les fleurs. On a également petite approche un peu de souveraineté alimentaire en se disant que si on plante notre tabac en France, bah, ça nous fera toujours des devises au moins à sortir à l'étranger. Et puis, il y a une autre plante, donc Nicotiana glauca, qui est une plante tabac bâtard, qui est plutôt une plante méditerranéenne, mais qui est en train d'envahir. Et surtout, il y a eu, pour des raisons d'économie d'eau, c'est une plante préservant la consommation d'eau, a commencé à être plantée dans les espaces verts des collectivités et s'en est très vite échappée. C'est une plante qui, théoriquement, est faiblement consommée par les animaux, théoriquement, mais en période de sécheresse, elle reste bien verte, donc elle peut être consommée. Et elle va provoquer toujours des symptômes nicotiniques avec ataxie, trémulation musculaire et potentiellement mort, avec des troubles digestifs associés. Mais surtout, Nicotiana glauca, donc là c'est vraiment une photo, je dirais, de son statut, c'est un arbre, hein, il fait jusqu'à 7-8 mètres de haut dans les zones méditerranéennes. C'est surtout une plante qui vraiment colonise les terrains et qui pose beaucoup de problèmes parce qu'elle est également un puissant tératogène.
avec une fissure palatine et de l'arthrogrypose. Donc, ce qui est quand même pas très, très agréable. Et surtout, qui avait posé encore un problème en humaine, c'est qu'ils nous avaient planté ça à la sortie d'une école maternelle où, généralement, les parents d'élèves, surtout de sexe féminin, sont en âge de procréer. Donc, résultat, on risquait quand même d'avoir des tératogénicités sur des humains, ce qui nous posait quand même question. Donc, on a évidemment fait supprimer ces plantes à la sortie des écoles maternelles. Voilà. Mais ça touche également les autruches, donc, ce qui est assez original parce qu'il y a très peu d'oiseaux qui étaient intoxiqués par ce type de molécules, alors que les oiseaux supportent très très bien le Nanthe safrané. Voilà. Et puis, dans cette présentation, j'ai rajouté quand même les genêts, et en particulier le genet d'Espagne, Spartium gentium, même si il est un peu entre le cardiotoxique et le neurotoxique. Le Spartium gentium, avec sa cytizine, il a vraiment eu un comportement convulsif et qui a tué des chevaux en très peu de temps, en moins de 30 minutes, donc dans un secteur sud-est, du côté de Béziers. Et en fait, ce qui m'avait intéressé, c'est qu'en fait, les genêts, c'est toute une grande famille de plantes, enfin un grand genre de plantes, avec plusieurs genres même dedans, qu'on baptise vernaculairement genêts, et tous n'ont pas les mêmes niveaux de toxicité. Et a priori, il n'y a que dans Spartium gentium qu'on trouve la cytisine. Dans les autres, on va trouver de la parthéine et de la lupanine. Voilà. Et évidemment, il y a aussi les accidents, mais qui sont plutôt décrits chez l'homme. On a très peu d'accidents décrits chez l'animal, avec la cytise Laburnum anagyroides qu'on trouve dans les jardins, mais qui est également une forme Laburnum alpinum, mais dans des territoires printaniers alpins où généralement il n'y a pas d'animaux qui viennent boulotter. Ensuite, donc là, on a fait tout ce qui était neurotoxique, violent, à action rapide. Là, on va attaquer une autre forme de neurotoxicité, qui est la neurotoxicité lente à s'installer, de pronostic souvent un petit peu meilleur, puisqu'on a une intoxication qui va s'installer tout doucement. Si on est vigilant, on peut, dans le premier cas, Faugerègle et Prel, pouvoir réverser l'intoxication en administrant en intraveineux de la vitamine B1. Mais sinon, si on laisse s'installer, c'est une carence en vitamine B1, on peut arriver à faire des nécroses du cortex cérébral, et à ce moment-là, on va avoir un souci, c'est que l'animal va, à partir du moment où le cortex cérébral est nécrosé, c'est plus ou moins irréversible. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une enzyme, donc une protéine, une thiaminase, qui est présente dans la plante, et que la variation saisonnière de cette concentration va infléchir complètement la toxicité de la plante. C'est dans la jeune plantule de Fougerel, qu'on appelle le stade cross, c'est-à-dire quand elle sort de terre à partir du rhizome. Alors, c'est vrai que le cheval est rarement exposé au rhizome parce qu'il ne fouille pas la terre. C'est les porcs et les sangliers qui généralement sont impactés par cette intoxication par le rhizome. Le cheval s'intoxique en consommant les jeunes crosses de Fougerègle. Donc, c'est une intoxication printanière. Ensuite, dès que la feuille se déplie, c'est une autre molécule qui est toxique qui prend le relais, qui s'appelle le ptachylosid. Et a priori, les chevaux n'y sont pas sensibles. Et c'est généralement les ruminants et les bovins en particulier qui peuvent développer à forte exposition pendant une grande période des cancers de la vessie. Voilà, une fougère-règle. Alors en plus, la fougère-règle, c'est une plante qui résiste par son rhizome assez bien aux incendies et qui sort juste après les incendies, ce qu'on appelle les plantes pionnières, sauf si l'incendie a été trop violent et trop insistant. Mais sinon, si le feu est passé assez rapidement, ça sort vite. Et malheureusement, on utilise beaucoup on utilisait avant beaucoup les moutons pour passer, mais là, on a commencé à utiliser les chevaux pour débroussailler juste après les incendies. Donc là, il y a quand même une précaution à prendre. Si on détecte la présence de grandes frondes de fougères règles en sortie, bon, il faut éviter de mettre les chevaux. L'autre plante qui avait un petit peu disparu, mais qu'on est en train de voir réapparaître à la faveur de la réhabilitation des zones humides, puisque c'est des zones humides, c'est des facteurs de biodiversité. Et donc, résultat, on se retrouve avec ce type de plantes qui se mettent à pousser de manière parfois pléthorique. Et à ce moment-là, les chevaux peuvent être exposés à des jeunes plantules de prêle.
Voilà, un détail de près, c'est aussi une plante qui est utilisée en phytothérapie parce qu'elle est vectrice de silice et on lui attribue un certain nombre de vertus. Mais généralement, les vertus qu'on lui attribue par la dessiccation, euh, la thiaminase a quand même été un petit peu réduite et souvent, les quantités qui sont administrées en phytothérapie ne permettent pas d'exprimer la toxicité par carence de vitamine B1. Voilà, ça c'est un cône sporifère, parce qu'on est sur des végétaux primitifs. Ensuite, on a ce gros pavé du harpé australien avec la porcelle enracinée, Hippocaeris radicata. Donc ça, c'est vraiment une question qu'on se pose depuis maintenant assez longtemps. Bon, on a fait une corrélation avec la porcelle enracinée. On sait que l'exposition à la porcelle enracinée en consommation de grandes quantités, parfois sur plusieurs années, avec des effets cascades, c'est-à-dire que la première année, on se contamine, la deuxième année, on se contamine, et la troisième année, on commence à exprimer cliniquement cette posture et cette allure de cheval qui est le harpé. Mais mes collègues américains ont aussi mis en évidence exactement la même pathologie avec l'Athyrus hirsutus, qui est donc une forme de gesse, de poids de senteur américain. Et on pense, nous, centre antipoison, que en fait, beaucoup de porcelles enracinées sont mal étiquetées. C'est des astéracées d'une tribu proche de la porcelle, avec des iris, des crépis, peut-être même le pissenlit qui pourrait jouer un rôle. Et en fait, c'est un effet colonie de plantes qui pourraient toutes converger et faire provoquer ces troubles de dégénérescence motoneuronale avec perturbation de la plaque motrice et perturbation du signal au niveau des synapses. Donc, il faut repérer la porcelle, mais il ne faut pas lui attribuer l'intégralité probablement de l'intoxication harpée. On pense qu'il y a un cortège de plantes, ce qui donne vraiment, il faut rester très humble en matière d'identification et de responsabilité de certaines plantes. Comme dirait Jean-Claude Van Damme, il faut rester aware. Et peut-être que dans quelques années, on s'approchera un peu mieux de la réalité et on aura peut-être décrypté le mécanisme d'action, la façon dont se produit et surtout quand est-ce que la plante présente son pic de toxicité. Voilà. Les services centres antipoison, le RESP, l'IFCE sont à votre disposition pour vous renseigner, pour essayer d'instruire au mieux les accidents par les toxines naturelles de préférence, mais également synthétiques. On répond de 8h30 à 24h, 365 jours par an, et on essaye, dans la mesure du possible, d'aller le plus loin possible dans nos enquêtes pour essayer de faire avancer la science, puisque on re-questionne beaucoup les intoxications végétales, puisqu'il y a beaucoup aussi de fake news qui circulent sur les médias, et nous, on essaye de vraiment documenter au mieux pour vous apporter le meilleur service. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Gilbert. Alors on a une petite diapo à vous diffuser en complément de cette présentation puisque le RESP a développé récemment une application qui s'appelle Toxiplante et que nous vous conseillons vivement de consulter. Donc c'est une application qui vous permet, en l'installant sur votre smartphone, de prendre une photo d'une plante sur laquelle vous avez un doute. Imaginons vous êtes dans votre parcelle et vous avez un doute sur une plante. Vous pouvez, avec cette application, l'identifier et l'application vous donne une information pour savoir si elle est potentiellement toxique ou pas pour les chevaux. Ça se base sur l'appli PlanteNet, qui est une appli communautaire de reconnaissance des plantes. Ça s'est basé sur les photos que chacun prend et qui enrichissent la base. Toxiplante, elle rajoute par rapport à PlanteNet cette information toxique ou pas toxique pour les chevaux. C'est un site mobile, très exactement. Donc, ne la cherchez pas sur les markets de votre smartphone. Vous avez l'adresse qui est indiquée là, toxiplante.net. Vous la cherchez sur un moteur de recherche et ensuite vous installez le raccourci sur l'écran d'accueil de votre téléphone et du coup, ça vous permet ensuite d'y accéder à tout moment pour prendre une photo. Si vous avez des photos sur votre ordinateur, et bien pareil, vous pouvez aller sur un navigateur, vous pouvez prendre une photo de votre ordi, lui faire reconnaître et ça marche aussi. Donc on n'a pas besoin d'être en direct devant la plante, ça marche avec une photo qu'on a déjà faite ou avec une photo qu'on est en train de faire. Je vais juste compléter sur Bien Toxiplante. sûr. Il faut rester humble dans la diagnose faite par Toxiplante et surtout se rappeler qu'elle est fiable sur fleurs, un peu moins fiable sur feuilles.
Et il faut bien regarder dans Toxiplante le pourcentage de diagnose. Si votre diagnose est en dessous de 10%, il faut vraiment être très, très méfiant par rapport à ces systèmes d'intelligence artificielle. PlanteNet, qui est la base de Toxiplante, fonctionne très, très bien sur les fleurs, un peu moins bien sur les feuilles. Et aussi, dès que vous sortez un petit peu de la flore de votre territoire, il ne faut pas hésiter à aller en flore mondiale parce que malheureusement, des plantes exotiques envahissantes, ça peut aussi s'inviter dans vos prairies.